Mali célèbre l'anniversaire de son indépendance ce samedi. Cela fait 58 ans qu'elle a accédé à la souveraineté nationale. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie, parmi lesquelles le président Alpha Condé. La rentrée des classes, c'est pour le 3 octobre prochain. C'est à la même date que les universités ouvriront leurs portes. Cette année, on parle de plus de 21 000 bacheliers orientés. Et puis nous irons à Sigiri où la jeunesse vibre au rythme de la célébration des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Le show est tenu par l'artiste malien Salif Keita, un grand rendez-vous qui a mobilisé toute une ville. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part ce samedi à Bamako aux festivités marquant les 58 ans de l'indépendance du Mali et à la cérémonie festive d'investiture du président Ibrahima Boubacar Keïta. Plusieurs chefs d'État africains ont répondu à l'invitation, une occasion pour le président Ibeka de réitérer son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Reportage Sanassi Keïta. 58e fête anniversaire de l'indépendance du Mali. La cérémonie se déroule ici, sur le boulevard Kwame Nkrumah. Elle mobilise plusieurs chefs d'État du continent et personnalités étrangères. Parmi eux, le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation qui rehausse de sa présence ces festivités, marquant l'accession du Mali à la souveraineté nationale. Dans son message, le président de la République du Mali s'est dit confiant de l'immensité des tâches qui l'attendent, notamment l'instauration de la paix, de la sécurité et du climat de confiance surtout. Ibrahima Boubacar Keïta a appelé l'ensemble de la population malienne à davantage s'unir pour réussir ces nombreux objectifs difficiles, mais surmontables. Ibeka a par ailleurs rendu un hommage appuyé à tous les soldats qui ont perdu leur vie dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Toutes les troupes des pays impliqués dans la lutte contre le terrorisme au Mali étaient là pour défiler, à l'image surtout de la Guinée. Une manière de témoigner davantage des bonnes relations d'amitié et de coopération mutuelle qui ont toujours existé entre ces deux pays, la Guinée et le Mali. La première dame, elle, était à la tribune du côté de Saint-Pétersbourg au Forum eurasien. Cette rencontre mondiale des personnalités féminines a planché sur le thème « La femme pour le développement de la stratégie mondiale de la santé ». Agagene Condé a exposé la vision de la Fondation Prosmi sur la santé maternelle et infantile. Maurice Sidibé commente ces images. Ce Forum eurasien 2018 regroupe 1000 participants venus de 120 pays à travers le monde. Cette rencontre mondiale est axée sur le développement de la stratégie mondiale de la santé. La Guinée est représentée par la première dame de la République à ce rendez-vous des personnalités féminines des 5 continents. L'épouse du chef de l'État a expliqué à travers une vidéoprojection les activités menées par sa fondation dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. De 2010 à 2011, le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée est passé de 980 à 550 décès pour 100 000 naissances vivantes. Celui de la mortalité infantile de 67 à 47 décès pour 1000 naissances vivantes. Et pour les enfants de moins de 5 ans, il est passé de 123 à 89 décès pour 1000 naissances vivantes. C'est pour ces raisons que la Fondation pour la protection sociale maternelle et infantile, Prosmi, que je préside depuis sa création en 2011, soutient et appuie le gouvernement dans le domaine suivant: santé, éducation, assistance humanitaire, autonomisation de la femme. Ceci pour améliorer les conditions de vie des populations guinéennes, particulièrement les couches les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. Plusieurs entreprises, ONG et sociétés russes prennent part à ce forum eurasien de Saint-Pétersbourg, dont la société Russal, l'une des promotrices principales du forum, un partenaire stratégique présent en Guinée depuis 17 ans et qui contribue fortement au développement socio-économique de la Guinée.
L'ex-URSS a été l'un des premiers à reconnaître la Guinée comme un État souverain. Ça n'est suivi des coopérations dans de nombreux domaines qui sont économiques, politiques, techniques, militaires, culturels et dans l'enseignement. Au fil du temps, nos relations se sont raffermies, même après l'éclatement de l'Union soviétique avec la signature de plusieurs accords bilatéraux. La présence de la société minière Rusal en Guinée est le reflet de la bonne relation entre nos deux pays. La première dame de la République a par ailleurs rencontré la ministre de la Santé et la directrice fédérale de contrôle de la sécurité des droits des consommateurs et de la prospérité de l'homme en Russie. Les autorités russes en charge de la santé ont exprimé leur volonté d'accompagner la Guinée pour améliorer la santé des populations guinéennes. Son appel engage toutes les femmes à une responsabilité collective, tous les gouvernements, toutes les organisations non gouvernementales, pour que le droit à la santé devienne une réalité pour les femmes du monde, pour l'ensemble des populations des différentes nations de ce monde. Et l'occasion sera mise à profit pour permettre d'obtenir des projets afin que la Fondation Prosmi contribue activement au développement socio-économique de la Guinée. Au cours de son séjour en Russie, la première dame de la République entend multiplier les contacts avec le maximum de partenaires afin de sceller des partenariats avec la Fondation Prosmi pour réaliser davantage des actions en faveur des enfants. C'est une grande amie de la Guinée qui vient de faire ses valises. Séraphine Ouakana, coordinatrice du système des Nations Unies, était en poste à Conakry depuis 4 ans. Un dîner d'adieu lui a été offert par le gouvernement en guise de reconnaissance des services rendus à la Guinée. Abdoulaye Diallo était parmi les invités. Du mois d'août 2014 à septembre 2018, elle dirige le système des Nations Unies en République de Guinée. Sa nomination dans ce pays a été son baptême de feu au sein de cette organisation internationale. Une première expérience qui a permis à Séraphine Ouakana de contribuer à l'éradication de l'épidémie à virus Ebola et à la gestion des crises sociopolitiques. Grâce à son leadership, le système des Nations Unies a joué un rôle très important dans le développement de la Guinée. Après mon expérience passée en Guinée, j'ai conclu que la Guinée est un pays immensément complexe, mais tellement passionnant. Tout y est possible. Aussi, comme on le dit, le sourire et la politesse du cœur, et ceci est un autre souvenir que je garderai de la Guinée. Votre sourire franc, ou avec beaucoup parmi vous ici, nos grands éclats de rire à faire trembler les murs. N'est-ce pas? On dit que si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre. Ce proverbe, au-delà de son fort sens, est en effet une réalité pour les Guinéens et pour nous qui y vivons. Pour le gouvernement et même ses pairs du système des Nations Unies, elle représente aujourd'hui un modèle de l'émancipation de la femme africaine. Du haut de cette tribune, Maître Cheikh Sako traduit le message du chef de l'État axé essentiellement sur le rôle que l'organisation joue pour le maintien de la stabilité sociopolitique et le développement économique. Vous quittez Bujumbura, vous allez en Gambie votre prochain séjour, mais vous êtes passé par la Guinée. Donc permettez-moi, au nom de tous les Guinéens, de vous remercier pour ce que vous avez fait pour notre pays, parce qu'on connaît le système des Nations Unies. On peut avoir des représentants qui viennent faire que de la technicité dans les pays. Mais en Afrique, et singulièrement en Guinée, la technicité c'est une bonne chose, mais il y a aussi l'apport humain qu'on apporte dans cette technicité. Et je pense que cet apport humain, vous l'avez vu, madame, vous êtes venue comme une étrangère en Guinée, mais vous partez comme une Guinéenne.
Dans les prochains jours, Séraphine Wakana s'envolera pour la Gambie où elle occupera les mêmes fonctions de coordinatrice du système des Nations Unies. En attendant la désignation d'un nouveau coordinateur, l'intérim est assuré par le représentant résident de l'UNICEF, Marc Robin. Éducation, le département fixe le calendrier de la rentrée universitaire 2018-2019 au 3 octobre prochain. Plus de 21 000 bacheliers sont orientés dans les institutions d'enseignement supérieur et écoles nationales d'instituteurs. Les établissements d'accueil mettent les bouchées doubles pour une rentrée bien réussie. Reportage Francis Collier. Les temps sont comptés pour la reprise des cours dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Les autorités disent avoir pris toutes les dispositions pour la reprise des cours. L'année académique 2018-2019 s'étend du lundi 8 octobre 2018 au samedi 29 juin 2019. Elle est divisée en 2 semestres. Le premier semestre commence le lundi 8 octobre 2018 et prend fin le samedi 9 février 2019. Le deuxième semestre commence le lundi 11 février 2019 et prend fin le samedi 29 juin 2019. Ce calendrier est communiqué au moment où l'orientation des bacheliers est déjà bouclée. Sur 20... Ils sont repartis entre 14 institutions d'enseignement supérieur et 9 CENI du pays. Déjà, la conférence des recteurs et directeurs généraux fixe les tarifs d'inscription à 250 000 francs guinéens pour les nouveaux étudiants et 10 000 francs guinéens exceptionnellement pour les anciens. Ce tarif pour les anciens étudiants sera fixé à 200 000 francs guinéens à compter de l'année universitaire 2019-2020. Les frais d'inscription et de réinscription ainsi fixés couvrent les services suivants: la biométrie de l'étudiant, la carte de l'étudiant, la carte d'accès à la bibliothèque de l'institution de l'étudiant, l'attestation d'inscription ou de réinscription de l'étudiant, le livret universitaire de l'étudiant, le suivi du parcours de l'étudiant, l'assurance maladie de l'étudiant. Pour des besoins de qualité, les autorités de la formation supérieure promettent de continuer à orienter les étudiants selon leur profil de compétences, ce qui va réduire le chômage des jeunes. À partir de cette année, les années à venir, c'est que les filières d'ingénieurs sont réservées aux meilleurs. Mention bien et très bien. Ça veut dire qu'il faut obtenir avec le baccalauréat avec une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Cela, c'est pourquoi, c'est pour que nous puissions former dans ces écoles d'ingénieurs l'élite, comme par le passé. Les étudiants sont orientés, c'est au tour des parents et autorités des institutions d'accueil de prendre les dispositions nécessaires pour offrir aux étudiants un meilleur cadre d'études. Puisqu'on parle éducation, retenez que l'initiative présidentielle de connexion des écoles fait du chemin. Déjà, un réseau de 17 cyberespaces numériques est créé et 30 jeunes enseignants-chercheurs du supérieur sont à l'école de la coopération française. Pendant 9 jours, des thématiques comme la création et la mise en ligne des cours seront enseignées. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. La maîtrise de l'outil informatique, une nouvelle exigence qui fait ses pas dans l'enseignement supérieur guinéen. Depuis 2 ans, le gouvernement s'emploie dans le domaine à travers un programme intitulé Technologie de l'information et de la communication pour l'éducation TIS. Cette formation, destinée à ces 30 enseignants et chercheurs du supérieur, s'inscrit dans ce cadre. Ces bénéficiaires constituent le premier noyau des formateurs aux outils TIS. L'objectif est d'améliorer les pratiques enseignantes et de recherche dans nos universités. C'est un outil puissant pour améliorer les pratiques pédagogiques et pour augmenter le potentiel
de chercheurs à obtenir de l'information, à produire de l'information et à la partager. Donc la coopération française s'est impliquée depuis le début et continue de nous appuyer dans l'informatisation de l'éducation, notamment à l'enseignement supérieur. L'initiative présidentielle pour la connexion des écoles rentre dans le même cadre avec les salles IPCE, entendez, initiative présidentielle pour la connexion des écoles. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déjà bénéficié de l'autorité la création d'un réseau de 17 cyberespaces numériques. Par cette initiative qui bénéficie de l'appui de la coopération française, la Guinée ambitionne de moderniser son enseignement. La France est très soucieuse du développement de la Guinée, du développement de sa population et surtout du renforcement des capacités en matière universitaire. Et donc l'enjeu de la diffusion des savoirs universitaires passe notamment par celui de l'enseignement à distance. Appuyer l'ISFAD, qui est le grand établissement d'enseignement à distance, permet de renforcer les compétences dans ce domaine-là et d'espérer à terme que les savoirs universitaires se diffusent dans l'ensemble du pays. Le lancement de cette formation est une grande avancée pour nous dans la mesure où le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est lancé dans une vaste réforme pour la modernisation du système. Donc former des jeunes dans ce cadre nous permet d'accomplir notre politique dans ce domaine. Et cette politique s'inscrit dans le cadre d'une politique gouvernementale avec l'appui que le président de la République a fait pour nos institutions en dotant les écoles et les universités de salles informatisées. Outre les enseignants et chercheurs, ce vaste programme d'initiation au TIS touchera également l'ensemble des étudiants du pays. Grâce à un mécanisme élaboré par l'ISFAD et soutenu par le gouvernement guinéen et la France. On change de sujet. Comment promouvoir la petite hydroélectricité dans notre pays? Des ingénieurs électriciens réfléchissent sur la mise en valeur de ce sous-secteur énergétique. L'idée, c'est d'améliorer l'offre, notamment en zone rurale. Ce groupe d'ingénieurs a présenté un rapport d'étude de préfaisabilité pour l'aménagement des micro-barrages électriques sur la Soumba à Dubrika. Reportage Mohamed Salouba. En aval des cascades de la Soumba, des ingénieurs électriciens dans le lit du fleuve. Avec leur équipement, ils réalisent une étude de préfaisabilité pour la réalisation des micro-barrages électriques sur la Soumba. Ces travaux, réalisés il y a une semaine, ont abouti à ce plan d'aménagement avec un rapport d'étude. Le document est présenté devant des cadres du ministère de l'Énergie et la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, initiatrice du projet. On a été sur le terrain, on a vu d'abord le site, on a appris à faire l'enquête, le jaugeage, en quelque sorte les paramètres qui peuvent nous permettre de réaliser un aménagement sur la petite hydroélectricité. Donc on peut dire que ça a été une belle expérience pour nous. Il y a de l'espoir quant au rehaussement des capacités de la Guinée en termes d'expertise nationale pour au moins les études de faisabilité des sites de barrages hydroélectriques. Pour aboutir à ce résultat, ces 25 ingénieurs électriciens ont bénéficié de 12 jours de formation sur la valorisation de la petite hydroélectricité. Le projet vise la mise en valeur du potentiel hydroélectrique de la Guinée à travers la réalisation des micro-barrages pour densifier le réseau électrique du pays. Le but, c'est que les ingénieurs guinéens soient capables de développer le potentiel hydroélectrique de la Guinée. La Guinée doit faire en sorte de développer les grands sites hydroélectriques, mais faire en sorte, puisque 70% de notre population est rurale, faire de l'hydroélectricité de proximité. Selon un inventaire réalisé par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, la Guinée dispose de 309 sites pour la petite hydroélectricité, avec une capacité de 6233 MW. La valorisation de ce potentiel permettrait d'améliorer l'offre énergétique, notamment dans le monde rural.
L'Agence de coopération internationale du Japon assiste une nouvelle fois à la Société des eaux de Guinée. Elle vient de lui offrir des équipements pour améliorer sa capacité de production en eau potable pour la ville de Conakry. Au-delà de cet appui matériel, des techniciens de la SEC seront aussi formés par des experts. Nabi Kamara nous apporte des précisions. La Société des eaux de Guinée continue de bénéficier des fruits de la coopération entre la Guinée et le Japon. À travers la JICA, cet empire du soleil levant vient de lui offrir des nouveaux équipements dans le cadre de l'exécution de son programme Kobaya Kakimbo. Il s'agit du groupe électrogène, électropompe de refoulement et site électricité, etc. J'espère que la coopération entre la Guinée et le Japon continue. Donc, je souhaite aussi qu'il y aura d'autres projets en Guinée. Pour l'exploitation de ces équipements, la JICA a financé la formation d'une vingtaine de techniciens de la Société des eaux de Guinée. Cette formation consistait d'abord aux initiations des travailleurs à l'utilisation de tout le matériel qu'on nous a donné par rapport aux mesures à faire sur les forages d'observation. Ensuite, sur l'utilisation de nouveaux groupes électrogènes qui sont livrés. Et aussi les pompes de refoulement, il y en a 5 à Kakimbo et 5 à Kobaya. Et aussi sur tout l'équipement technique qui est donné. Comment est-ce que les gens pourront un peu se dépanner et voire même pérenniser l'exploitation de ces équipements. La formation s'est déroulée très bien. C'était en 3 modules. Le premier module, c'était les groupes électrogènes. En 2 jours, théorie et pratique. Le deuxième module, c'était les pompes émergées et pompes de refoulement. En 2 jours aussi, théorie pratique. Troisième module, c'était l'électricité, moyenne tension, basse tension. Théorie et pratique sur le terrain. Le don de ces équipements vient juste après le remplacement de la conduite d'eau de la Société des eaux de Guinée entre Anta et Sangoya. Et puis, le président de la République a récemment offert 15 000 gilets de sauvetage aux pêcheurs et autres usagers de la mer. L'utilisation efficiente de ces matériels permettra à coup sûr de minimiser les cas de naufrage. La campagne de distribution de ces gilets a été lancée dans la préfecture de Koya et dans certaines zones halieutiques de la Basse-Guinée. Reportage Ousmane Ba. Un ouf de soulagement pour les pêcheurs artisans guinéens du littoral. Le chef de l'État met à leur disposition 15 000 gilets de sauvetage. Un geste humanitaire qui traduit la volonté du président de la République à prévenir et à sécuriser les pêcheurs artisans et autres insulaires. Une initiative présidentielle poursuivie à l'intérieur du pays par les autorités du secteur maritime pour sécuriser les populations au niveau des voies navigables de Koya. De Forikaria. Ces gilets nous réconfortent. Ils nous protègent lors de toutes nos activités halieutiques. Et en cas de naufrage, ils préservent nos vies pendant très longtemps. En recevant ces équipements modernes de sauvetage, les pêcheurs artisans, les élus locaux et les autorités administratives des préfectures approvisionnées renouvellent leur confiance aux autorités publiques du pays. L'enjeu de ce don est de mettre les populations du littoral à l'abri d'événements tragiques auxquels elles s'exposent en mer. Je suis très content de voir ma population maritime massivement ici représentée pour une reconnaissance à l'endroit du professeur Alpha Condé, président de la République, qui ne ménage aucun effort pour la survie de nos populations. Depuis le naufrage de Boulbiné, il nous a doté des gilets de sauvetage. D'abord, le naufrage en 2012, il nous a envoyé 35 000 gilets de sauvetage qu'on a reparti jusqu'à Haute-Guinée. En mer va se réduire parce que les gilets là permettent aux pêcheurs de ne pas se noyer en mer.
Et s'ils vont sans gilet, en cas de vent, si la barque chavire, c'est pas facile que les gens puissent monter. Parce que c'est pas tout le monde qui sait nager, mais avec le gilet, ça peut te sauver. L'ambition du président de la République est de permettre aux acteurs de la filière d'exercer leur activité dans une atmosphère de sécurité et de commodité. Cette initiative présidentielle couvrira tout le pays. Santé maternelle avec cette caravane en faveur de la bonne alimentation des tout-petits. Elle se déroule à l'INSEE de Donka, Institut de nutrition et de santé de l'enfant. Cette campagne a été marquée par la distribution gratuite de produits. Des séances de questions-réponses ont permis aux femmes d'être mieux outillées, d'être mieux édifiées sur la santé infantile. Reportage Makemadouzo. Dès 6 mois, les bébés ont droit à une nouvelle texture et saveur différente du lait maternel pour combler des besoins de plus en plus grands en énergie et en nutriments. Les céréales sont parmi les premiers aliments introduits au cours de cette nouvelle phase de développement des bébés. Au centre de nutrition de Donka, une journée de consultation gratuite est organisée en faveur des nourrices. Des séances suivies de campagnes de sensibilisation pour une bonne nutrition infantile avec les produits Nutrilac et Nutribom, gracieusement offerts ensuite aux mères. Mon bébé a 6 mois, il tète, mais j'étudie la possibilité de lui donner une céréale adaptée. Donc c'est très bien cette caravane où nous prenons conseil auprès des médecins, surtout comment utiliser convenablement les céréales. Cette caravane de santé permet à la société de connaître le niveau de consommation de leurs produits dans la cité et vulgariser les bonnes pratiques alimentaires pour les enfants. Nous sommes une société qui a plus de 50 ans d'expérience pour les produits à base de céréales. Et comme vous voyez aujourd'hui, nous avons organisé une journée à l'INSEE pour offrir des consultations gratuites aux mamans qui ont des bébés qui ont à partir de 6 mois. Et puis nous portons conseil aux mamans qui sont là aujourd'hui avec nos 2 marques, Nutrilac et Nutribon. Pour la caravane de santé cette année, c'est une première. Alors nous envisageons de l'étendre dans les autres centres de santé, une façon de toucher beaucoup plus de bébés et beaucoup plus de mamans. Selon les nutritionnistes, ces produits assurent un repas délicieux et riche en vitamines et minéraux. À partir de 6 mois, ce sont des céréales qui sont très riches en éléments nutritifs. Ils sont riches en fer qui renforce l'immunité de l'enfant et en vitamine C, mais aussi surtout la vitamine A qui assure la croissance et le développement de l'enfant. La caravane va s'étendre sur 2 jours pour inciter les mères à faire profiter à leurs enfants les 4 nutriments essentiels pour leur alimentation équilibrée. Religion, les pèlerins guinéens ont commencé à rallier le pays. Cette année encore, la Société aurifère de Guinée a donné l'opportunité à ses travailleurs d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Cet engagement citoyen de la SAG a permis à 12 agents et 4 sages de Bouré et Sigiri de se rendre sur les lieux saints. Djamoukaba. Accomplir le Hajj est une recommandation pour tout musulman s'il en a les moyens. Pour aider son personnel à accomplir cette obligation religieuse, la SAG offre chaque année l'opportunité à une dizaine de travailleurs de marcher sur les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Choisis par la section syndicale de la SAG, ces pèlerins ont accompli le Hajj dans les conditions souhaitées et sont de retour après les prières et bénédictions pour le pays et la Société aurifère de Guinée. Depuis des années, la SAG accompagne ses travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir accompli le pèlerinage. Pendant notre séjour à la Mecque, les bénédictions ont été formulées en faveur de notre cher pays, la Guinée. Nous remercions Dieu, la SAG et notre section syndicale. La joie se lit sous les visages de ces pèlerins qui sont pressés de retrouver le leur dans le Mandembere à Sigiri. La SAG est vraiment une société humanitaire. Chaque année, à Sigiri, elle contribue au rayonnement de l'islam. Depuis notre départ à Conakry jusqu'à la fin du pèlerinage, aucune difficulté n'a été enregistrée.
Un montant global de plus d'1 milliard de francs guinéens, tout frais confondus, a été déboursé pour les 16 pèlerins de la société AngleGold, qui, grâce à cet appui, ont réalisé leurs plus beaux rêves. Et puis la Guinée dans la ferveur de la célébration de l'an 60 de l'indépendance nationale. La jeunesse de Sigiri a pensé à l'organisation d'un concert. Sur scène, Salif Keïta, une icône de la musique africaine. Cet événement a mobilisé du beau monde, comme nous le disent nos envoyés spéciaux, Lancé Kamisoko et Laj Sekousibi. Cette musique fétiche, chantée dans les années 80 en l'honneur du père de l'indépendance guinéenne, annonce les couleurs de la fête nationale ici à Sigiri. Une fête célébrée chaque 12 octobre en Guinée, date marquant l'accession du pays à la souveraineté. L'objectif de cette grande mobilisation est de rendre un vibrant hommage à nos dévanciers pour leur effort consenti pour l'indépendance nationale. Pourquoi ne pas essayer d'organiser une telle cérémonie en l'honneur surtout de nos illustres disparus, notamment les pionniers de notre indépendance, ceux qui se sont sacrifiés pour que notre pays puisse retrouver avec son peuple la dignité. De nos jours, le seul artiste qui a fait preuve de reconnaissance, de mérite vis-à-vis de notre feu président Ahmed Sékou Touré, c'est bien sûr Salif Keïta. Cette année, la ville de Sigiri a invité cette icône de la musique africaine. Un choix reposant sur les relations socio-culturelles entre le Mali et la Guinée. Symbole de la consolidation des liens de fraternité des deux pays, Salif Keïta incarne aujourd'hui l'espoir de tout un continent. Sigiri, c'est chez moi. Sincèrement, Sigiri, c'est chez moi. Parce que je ne vois pas de différence entre mon village et Sigiri. C'est le cœur du Mandin. Et je suis très content d'être là aujourd'hui. Assister au spectacle de Salif Keïta, c'est une fierté car Salif n'est pas un simple chanteur. Salif est un poète, un philosophe, un panafricaniste. Justement, il vous souviendra que la Guinée a accédé à la souveraineté nationale le 2 octobre 1958. De cette date à nos jours, la Guinée de Sékou Touré a connu un grand cheminement ayant jalonné sa vie démocratique. Dans ce grand angle intitulé du parti État au multipartisme intégral, notre reporter Habib Thiam nous retrace succinctement quelques étapes de la vie politique guinéenne depuis l'indépendance dans notre rubrique en 60. Suivez. Dès son accession à l'indépendance, le 2 octobre 1958, la Guinée embouche la trompette du rassemblement. Les dissensions politiques sont surmontées au profit de l'essentiel. La première phase de l'indépendance a été une phase d'unification des forces politiques. Le parti unique est créé parce qu'on sortait d'un pouvoir colonial qui était très répressif et le personnel qu'on avait administratif avait été formé par la colonisation. Il fallait réorienter les mentalités de ce personnel et il fallait réorienter les mentalités pour avoir réellement des mentalités capables de supporter l'indépendance. À la tête du pays, Sékou Touré et ses compagnons, selon l'intérêt du pays et en fonction des réalités exogènes, mettent en place une gouvernance politique atypique. Du visionnaire président Ahmed Sékou Touré, c'était même d'aller jusqu'au parti État. Non seulement parti unique, mais donner la suprématie aux politiques sur l'administratif qui conditionnerait les deux, économique et politique, le politique et l'administratif conditionnant l'économique et le social. Il avait été déjà parmi ceux qui ont parlé, ayant un parti démocratique de Guinée, ceux qui ont parlé de démocratie et de multipartisme. Et en son temps, les deux dernières élections ont donné quand même des candidatures contre lui, même si pour beaucoup c'était des candidatures préparées, mais ce sont les prémices de la démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui, du multipartisme tel que nous le vivons aujourd'hui. Au fil des ans, des réformes courageuses sont engagées sur le plan intérieur et des réajustements opérés face au monde extérieur.
Mais en avril 1984, après la mort du responsable suprême de la Révolution, la Guinée tourne une page politique majeure de son histoire. L'armée, avec à sa tête le colonel Lansana Conté, jette les bases du multipartisme intégral. En 1990 déjà, il y a eu une nouvelle loi fondamentale et en 1991, des lois organiques ont suivi, mettant en place des institutions. Et le général Lansana Conté avait espéré faire créer 2 grands partis politiques pour éviter ce que nous pourrions vivre aujourd'hui, la dérive ethnique. Et les opposants de l'époque avaient estimé que le multipartisme intégral était la meilleure voie. Et donc, il a accepté que ce soit le multipartisme intégral. Plusieurs années après, on peut constater aujourd'hui qu'il y a un désordre sur le plan politique. À ce jour, la Guinée compte une centaine de partis politiques. La plupart sont inconnus des électeurs. Face aux défis de stabilité et de développement, nombreux sont ceux qui appellent à méditer davantage sur l'avenir de la démocratie guinéenne. Le bipartisme, il est bien. Et je pense que ça pourrait réduire un peu les difficultés que nous avons actuellement au niveau de notre démocratie. On peut aller encore jusqu'à 3. Mais ce sur quoi je pense que nous devons vraiment insister, c'est que dans la formation des partis politiques, il faut qu'il y ait des partis multiethniques. Et qu'à l'intérieur des partis, il y ait une vraie vie démocratique. Qu'il y ait donc aussi une alternance à l'intérieur des partis. Or ça n'existe pas. Les partis politiques, les chefs sont inamovibles. Vous avez un leader politique, il est là depuis 20 ans, 30 ans, il ne change pas. Nous avons un brassage tel qu'aucune grande famille, d'aucune région naturelle ne peut se départir des autres régions parce que nous avons des liens. Toutes les grandes familles, heureusement de ce pays, ont des relations avec les 4 régions naturelles. Choisissons la Guinée avant de choisir nos partis politiques. Au pouvoir depuis le 21 décembre 2010, professeur Alpha Condé, après 40 années de combat, œuvre à l'évolution libérale et politique du pays. Des institutions comme la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle, les dernières installées, participent à la vitalité de notre démocratie en construction. Sport football pour terminer. Après son match nul ici à Conakry il y a quelques jours, le Orea AC vient de sortir de la Ligue des champions africaine en s'inclinant sur le score de 4-0 contre Al Ahly d'Égypte. Cette défaite met fin au rêve des Rouges et Blancs de Matam. C'est une brève d'Abdulaziz Baldé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous.